radicalement différent. Oui, c'est pas la question d'une reproduction des situations historiques, c'est en quoi certaines valeurs perdurent, en quoi finalement ce que l'on vit actuellement, bon, ça a été pensé parce que ça perdure, certaines valeurs perdurent. Et que c'est ça que permettent de voir les textes passés, les textes philosophiques passés. Autrement dit, c'est destituer le présent comme nous sommes les derniers, donc nous avons une vue meilleure, globale, la meilleure possible. C'est destituer ça. Et bon, on pourra en reparler, mais une histoire généalogique, c'est donc pour François Châtelet une géographie de la philosophie. C'est-à-dire, bon là c'est sa conception de l'histoire. L'histoire pour lui est une géographie, il traite les penseurs et leurs idées en termes de territoire. La géographie, c'est d'abord le rapport à la Terre, c'est la liaison profonde à la Terre, c'est le rapport à la surface, c'est le rapport à l'idée de plan de pensée et non pas à profondeur de la pensée. Vous l'avez senti tout à l'heure avec la question des limites de la philosophie. La philosophie est une géographie. Il a toujours dit, François Châtelet, qu'il aurait voulu intituler son histoire de la philosophie géographie de la philosophie, mais pour des questions éditoriales, son éditeur n'aurait pas vraiment accepté ce titre, donc il a choisi l'histoire de la philosophie, avec toujours l'idée derrière que c'était une géographie, c'est-à-dire l'attention à la surface, à des plans de pensée, à des territoires de pensée qui se jouxtent, qui se répondent, qui ont leurs limites, qui s'opposent, qui polémiquent. Autrement dit, on sent bien qu'il est contre une histoire de la philosophie qui coule, quoi, hein, voilà, où rien ne ressortirait des débats philosophiques, au sens fort du terme. Voilà. Donc, voilà. Et là, fini. Oui, mais enfin, là, je crois que je peux, et on peut se remercier, parce que tu as fait quelque chose de très bien, très intéressant, très riche, je dirais presque peut-être un peu trop riche pour que l'on puisse tout t'en reprendre, parce que tu as donné malgré tout des orientations qui permettent de condenser, si je n'aurai pas la prétention de reprendre, d'ailleurs l'ensemble de ce que tu as présenté est très bien, peut faire l'objet, si tu le prépares pour ta thèse, peut faire l'objet, la base d'une partie d'un grand développement qui serait présenté de cette façon, peut-être un peu plus resserré, explicité, parce que tu présentes des choses qui sont effectivement l'ensemble d'une philosophie, je dirais presque de la philosophie. On peut guère aborder le problème de l'histoire de la philosophie sans poser le problème de qu'est-ce que la philosophie qui se trouve au centre, donc d'aborder en tirant un peu sur le fil la totalité de la pensée de Châtelet et même la pensée qui doit être la nôtre. Qu'est-ce que nous pouvons penser à partir de cela, de sorte que je n'aurai pas la prétention donc de tout relever, mais puisque l'on a parlé déjà de Deleuze et de qu'est-ce que la philosophie de Deleuze, il est certain qu'à partir de ces derniers points que tu as mis en relief, la liaison à la géographie, la géophilosophie par conséquent, et également ce rapport entre l'histoire passée, les anciens auteurs, et leur utilité pour le présent, qui est au fond un peu, et également la question nietzschéenne, quelle est l'utilité que peut avoir l'histoire pour le présent, là, à travers l'histoire de la philosophie, se trouve également posé ce problème du rapport entre le temporel et l'éternel. Il est incontestable que chez
peut-être plus explicitement que chez Deleuze, le style, la forme de pensée, on pourrait dire, le style de pensée de Châtelet rejette cette idée qu'il y aurait quelque chose d'éternel que Deleuze en définitive, peut-être parce que je pense qu'il a la même forme d'idée, la même forme de pensée que Châtelet sur les conséquences, ils s'entendent, mais dans le style, il semblerait que dans ce qu'il a écrit, et de ce qu'ils ont écrit avec Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie, ne soit pas préoccupé d'une façon outrancière sur ce que j'appellerais l'expulsion de l'éternel. Il accepte d'introduire ce mot, puisqu'ensuite il le fait réapparaître sous une autre forme. On avait vu cette forme ambiguë qui est celle de l'internel et qui fait la différenciation entre ce que serait le temporel proprement dit, l'écoulement, la plongée dans la chronologie de l'histoire, et d'autre part l'éternel en le convertissant vers quelque chose d'autre qui est le devenir. Ce mouvement n'est pas, et effectivement c'est propre au style de chacun, n'est pas absolument présent sous cette forme dans la pensée de Châtelet. On pourrait d'ailleurs montrer qu'il y a à travers les différentes expressions beaucoup de concordances et de rencontres. Moi, personnellement, je serais même plus tenté par l'expression de Péguy, puisque j'en avais parlé aussi, qui serait le temporellement éternel, une éternité temporelle sur quelque chose qui peut être repris à travers ces formes de répétition, de reprise, de concepts qui se trouvent plongés incontestablement dans l'histoire, de formes de pensée qui ne peuvent pas être revécues comme telles, les circonstances dans lesquelles elles se trouvent, les circonstances de leur production, de leurs applications sont incontestablement différentes. Il n'en reste pas moins que nous pouvons recourir en les utilisant, en les commentant dans des textes, en les faisant jouer à certaines expressions, à certaines formes de pensée, à certains développements qui appartiennent au logos, justement à cette logique qui en fait est la rationalisation de matière encore chaotique et à quoi procède la philosophie. Nous pouvons encore les reprendre en compte, les utiliser précisément pour, et c'est une expression que je retiens particulièrement de ce que tu as dit, et qui se trouve, d'après ce que j'ai compris aussi chez Châtelet, pour désacraliser le présent. En fait, cette désacralisation du présent, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus dans tout cela, dans la mesure où il y a une sorte d'autosatisfaction, de prétention, de morgue. Là, c'est là où le mot pourrait s'appliquer, d'outrecuidance des penseurs contemporains, des politiques, des moralistes, d'avoir atteint avec le présent la vérité absolue. Nous sommes dans la vérité, nous sommes dans l'aboutissement, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler, en y appliquant le mot au sens propre, l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation, avec en sous-entendu d'ailleurs, mais les catastrophes qui accompagnent l'apocalypse, mais là on utiliserait simplement le fait, la révélation, nous sommes dans la vérité la plus totale, c'est l'autosatisfaction de la pensée présente. Et la réflexion philosophique, ça veut dire, mais regardons justement vers les penseurs du passé, reprenons ces concepts, soumettons la réalité du présent à cette critique
Et c'est là où l'on trouve cet élément fondamental de la philosophie d'être une pensée critique et de relativisation, de mise en perspective. La perspective qui est offerte justement par cette référence à des penseurs du passé qui ne sont pas vus justement selon une sorte de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire qu'il ferait commencer une pensée balbutiante pour aboutir à une révélation finale, mais qui en quelque sorte est prise à l'inverse. Sans qu'il y ait archaïsme, il y a un mouvement, un retournement, quelque chose d'inverse, qui fait rencontrer, comme tu l'as signalé à la fin, également le mouvement généalogique de Nietzsche. C'est-à-dire en repensant les valeurs de la morale qui semblent des absolus, qui semblent quelque chose à quoi nous avons abouti comme étant une vérité, je dirais, à faire une sorte de plaisanterie d'évangile, c'est le cas de le dire, une vérité éternelle. Repensons-les pour voir que sur quoi elles s'appuient dans leur archaïsme, à partir de quoi elles ont eu une genèse, à partir de quoi elles sont devenues de tout, on les en reçoit. En les dépouillant d'ailleurs de leur propriété ancienne, de la même façon que les concepts de philosophie, qui étaient des propriétés ontologiques, et toujours reprenant le mot de Nietzsche, un mot de Nietzsche qui se trouve dans un texte inséré dans la volonté de puissance, lorsque, à une certaine époque, on a dit cela est, à une époque ultérieure plus affinée, on a dit cela signifie, c'est-à-dire mettre dans cette perspective, voir ce que les penseurs anciens dont nous pouvons nous servir signifient, et quelle est également la signification qu'ils peuvent introduire dans des pensées que nous avons trop tendance à considérer comme des absolus substantiels et dont il faut que nous puissions saisir par cette mise en perspective la signification, de sorte qu'il y a toujours ce mouvement en quelque sorte d'aller et retour qui fait que la philosophie se distingue toujours par cela même de ce que serait un simple système idéologique, une simple idéologie au service de quelques politiques, au service de telle et telle idée annexe. Elle se distingue par de la même. C'est par cela même. C'est là qui fait qu'elle introduit justement ce que tu avais dit aussi, que cet élément de clarté, cet élément de conséquence, cet élément d'élucidation qui consiste, en quoi consiste toute forme de pensée philosophique que Deleuze traduira par le fait de porter sur un plan d'immanence et que l'on peut considérer comme étant aussi cet élément de mise, de passer au crible, de la critique actuelle. Donc c'est ça qu'il y a dans la pensée de Châtelet, pour terminer ce que je voulais dire, de détacher l'histoire de la philosophie et la philosophie elle-même de son institutionnalisation, en particulier de son institutionnalisation universitaire, qui en a fait une sorte d'ensemble, une sorte de muraille extrêmement pesante, extrêmement opprimante et stérilisante pour la pensée, pour la libérer en quelque sorte dans son dynamisme, dans son mouvement perpétuel, dans le fait qu'elle n'est jamais immobilisable sous une forme quelconque, que ce soit un système ancien ou que ce soit une prétendue évidence contemporaine. La pensée de Châtelet est une pensée logique qui n'accepte que très difficilement les notions d'une intuition
illuminante ou d'une évidence absolue. Il y a toujours l'élément de ce crible, de cette pensée logique, de la recherche, comme il le dit quelque part, de la définition, de la classification, comme il le dit aussi dans son autobiographie, au moment où il décrit d'une façon très intéressante, très significative, la découverte qu'il a faite de la pensée, avec de cette puissance de la pensée, avec l'apprentissage des classifications. C'est dans ces classifications qu'il y a dès son enfance l'idée de la pensée logique. Tu citais Deleuze, mais Deleuze aussi rappelle que ce parcours à Châtelet en tant qu'étudiant s'était rendu particulièrement illustre. C'était justement cette capacité de logicien. Il a d'abord été un logicien, cette pensée, logicien même formel, formaliste, et cette logique s'est développée en quelque chose de beaucoup plus vaste, d'ailleurs, qui est une logique appliquée à la vie, appliquée au concret, et qui embrasse la philosophie dans son ensemble. Je termine là en disant oui, peut-être que si l'on prononce le mot de vie, ce mot de vie n'est pas particulièrement présent chez Châtelet, parce qu'il s'est toujours défié des philosophies de la vie en tant qu'elles sont, que c'est des philosophies qui risquent toujours de sacrifier cette logique critique, ce dynamisme et cette cohérence de la pensée à des approximations, à une pensée vague, à une pensée dominée par l'impression, non pas par la passion, parce qu'il y a toujours une très forte passion dans la pensée de Châtelet, mais par l'impression, simplement, une sorte d'impressionnisme très peu structuré, qui en ferait une pensée faible, alors que ce qu'il recherche, c'est la forme de la pensée et sa cohérence. C'est ça qui fait que la notion de vie se trouve un petit peu mise en second ordre, en second rang. Alors qu'en fait, nécessairement, la conception que développe Châtelet est bien celle d'une philosophie qui est appliquée à la vie, puisque tu est appliquée aux situations concrètes, elle ne se sépare jamais de l'expérience. C'est une philosophie qui consiste justement en l'expérience, l'expérimentation, la prospection des choses nouvelles, son insertion dans le concret, et qui ne peut pas être identifiée à une philosophie qui soumettrait la vie, la pensée à une logique purement formelle, à une philosophie simplement qui consisterait dans une analyse, dans une philosophie analytique de la pensée et du langage. Il est aussi différent, aussi distinct de cette pensée que ne peut l'être de Deleuze, bien que Deleuze ait adhéré à ce qu'il y a de valable et de propre à être repris en compte et animer une pensée dans le versionnisme, alors que Châtelet, lui, au contraire, a affiché une défiance et même une opposition toujours très nette à l'égard de la pensée jacksonienne. Donc il y a là des différences, mais qui sont compréhensibles selon le style que chacun a adopté, bien qu'on ne peut pas considérer qu'il y ait de différenciation fondamentale dans les résultats, ni dans l'orientation. De la même façon, avec Foucault, il est évident que ce n'est pas le même genre, le même style de pensée. Il y a des ressemblances, des points d'accord, il y a des divergences, mais c'est bien le même genre de pensée en général et la même forme d'orientation.
Bon, c'était ce que je tenais à dire. Peut-être dans ce que tu fais, il serait peut-être, sans que ça soit une philosophie comparée, on ne te le demande pas, puisque ta thèse est consacrée à François Châtelet, mais il est toujours bon, malgré tout, de situer un auteur, surtout quand c'est consacré à un auteur, donc peut-être une situation de la pensée de Châtelet dans un ensemble auquel il a appartenu, puisque c'était en même temps, sans qu'il y ait une école commune, il y a une sorte de communauté d'amitié, une sorte de communauté philosophique qui s'est établie à Vincennes. Donc il est indispensable peut-être de montrer quelle est la relation de ces auteurs, d'autant plus que le texte dont tu parles est un texte collectif, puisque tu dis qu'il y en a d'autres qui ont parlé, donc il faudrait peut-être étendre ton commentaire sur Châtelet, non pas à la même chose, ça serait un petit peu long, mais enfin avec des confrontations malgré tout, avec les prises de position d'autres, et dans des textes même qui ne sont pas collectifs, il y a en permanence, puisque il y a des ouvrages communs, quelque chose qui est une confrontation de la pensée de Châtelet avec d'autres auteurs, de sorte qu'il serait intéressant là d'introduire. En tout cas, on peut faire avec... là, j'en ai pas parlé parce que j'ai débordé, mais c'est vrai qu'on peut penser... en fait, ce que fait François Châtelet en s'attaquant un peu à l'institutionnalisation de l'histoire de la philosophie, on peut le retrouver dans ce que dit Deleuze dans Dialogue, quand il dit nous, on est une des dernières générations qui a été, c'est quoi son terme, qui a été assassinée par l'histoire de la philosophie. Quand Deleuze dit ça dans Dialogue, voilà. C'est-à-dire l'histoire de la philosophie comme empêchant de penser par soi-même, enfin obligation à passer par l'histoire de la philosophie, par certains auteurs obligatoires, en gros les mettre à penser. C'était relativement à une certaine histoire de la philosophie des professeurs, et une certaine histoire de la philosophie instituée, parce que là aussi il est certain qu'aucun auteur n'a peut-être davantage utilisé les auteurs de l'histoire de la philosophie que Deleuze. Maintenant, là, ce sera un autre problème, savoir de quelle manière Châtelet traite des auteurs dans l'histoire de la philosophie et de quelle manière Deleuze les traite. Ça, c'est une question très intéressante, peut-être un petit peu différente, parce que il y a, à mon sens, tout au moins, une reprise en compte, une sorte d'osmose, de fusion de Deleuze avec les auteurs qu'il a traités, qui n'appartient pas particulièrement au style de Châtelet, lorsqu'il parle de Spinoza, lorsqu'il parle de Leibniz, lorsqu'il parle de Nietzsche. Deleuze n'en traitait pas de la même façon. Donc là, c'est une autre question. Mais enfin, tu as raison de dire qu'il y a aussi quelque chose qui s'est Châtelet apparaître comme une histoire de la philosophie qui immobilise la pensée, et d'autre part une histoire de la philosophie qui est au contraire un tremplin, une relance, une aide, quelque chose qui constitue des armes pour la pensée actuelle. Et dernier point, c'était le dernier point, mais enfin la liaison également entre la philosophie et la politique, c'est-à-dire que pour Châtelet et pour Deleuze de la même façon, pour Foucault aussi d'ailleurs, dans tous ces textes, Lyotard, d'autres, on dirait pour d'autres aussi, mais enfin pour eux particulièrement, il n'y a pas une énonciation philosophique qui ne soit politique, en fait. Il y a, et même on pourrait dire, il y a n'importe quel cadre que l'on
n'introduit n'importe quelle forme de discipline, la connaissance de soi, c'est une politique de soi, etc. Donc on trouverait cela d'ailleurs également chez Foucault. Donc la notion de politique est étendue à l'ensemble des activités philosophiques. Tout est politique. C'est ça. Même faire de la cuisine, c'est politique. C'est ça, exactement. Bon, c'était ce que j'avais à dire comme petites orientations, sans quoi c'est très bien, très intéressant. Je laisse on a quand même une dizaine de minutes encore pour réfléchir et pour discuter. Même si vous n'avez pas lu les textes dont a parlé Nathalie, vous avez des idées sur ce qui a été suscité, les questions suscitées, et j'aimerais que pour terminer, il y ait une petite discussion ou quelques questions au moins qui soient soulevées. Question, mais c'est très enrichissant. Merci. J'ai pas fait le quart de ce que je voulais. C'était très très bien. Mais René, il a raison. J'ai un défaut. Je sais pas. Je voudrais tout prendre. Je voudrais tout dire, tout prendre, tout. C'est le moment où c'est la fin. C'est la fin de la thèse. Non, c'est très gentil. Elle me dit que c'était très intéressant, très enrichissant, mais je faisais remarquer votre remarque où j'ai tendance à ne pas à faire des choses très énormes. Pourtant, je m'étais dit que je sélectionnerais. C'est moi, j'ai expérimenté, j'ai vu si ça marchait. J'ai juste une petite remarque. Si selon Châtelet, l'histoire de la philosophie, c'est toujours une façon géographique. Il est peut-être intéressant de revoir le mot lieu commun en façon géographique dans la pensée philosophique. C'est-à-dire dans l'œuvre, la philosophie des professeurs, lieu commun juste quelques phénomènes institutionnels. Oui, c'est ça. Mais si on revoit le mot lieu commun en façon géographique dans le milieu de la pensée, il y a d'autres, peut-être il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire, c'est le conflit entre le mouvement institutionnalisation et la cohérence du discours de la philosophie. Oui, c'est sûr que François Châtelet, dans beaucoup de ses textes, en fait, il ne cesse pas, c'est même parfois très, très troublant, mais en tout cas d'après ce que tu dis, ça me fait penser à ça. Il est toujours en train de montrer qu'il y a deux philosophies, qu'il y a deux manières enfin, il y a deux philosophies. Enfin, en tout cas, il y en a une qui porte le nom de philosophie, qui est la philosophie que l'on voit dans les médias, la philosophie d'opinion, ou la philosophie qu'on trouve dans les manuels scolaires au lycée. Et puis il y a l'autre, quoi, qui est pour lui... L'histoire de la philosophie qu'il a dirigée,
pour autant que je les présente à l'esprit, peut-être que je ne l'ai pas toutes présentes, est consacré essentiellement à ce que l'on entend par la philosophie occidentale, même si elle prend ses sources dans une pensée ancienne qui a une extension plus grande que dans des empires qui ont une extension plus grande que la naissance de la philosophie proprement dite, localisée en Grèce ou dans l'Asie mineure. Donc, mais il n'y a pas, donc il y a bien une tendance géographique maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui est une histoire qui s'étend de ma connaissance sur l'ensemble des philosophes. Elle ne parle pas de la philosophie en Chine, elle ne parle pas de, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y Non, ait il évoque ça dans l'histoire. en Inde, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont ni de la philosophie africaine, celle de Madagascar, où il y a toute une métaphysique qui s'est développée, donc il y a tout un tas de choses qui font que cette conception géographique reste dans notre ère culturelle. Dans notre ère culturelle, oui, effectivement. Reste limitée, concentrée. Il a essayé d'éclater ça, il l'a éclaté un petit peu dans l'histoire des idéologies. Oui, c'est ça. Là, il essaie de... Il y a une extension parce qu'elle est plus historique. Maintenant, il faut bien maintenir, tu as introduit l'idée de territoire, de territorialisation. Il faut bien introduire comme spécificité de la philosophie, du mouvement, si l'on peut dire, la dynamique propre à la pensée philosophique, celle qui est dans qu'est-ce que la philosophie deleuzienne, le mouvement de déterritorialisation. Dans tout le chapitre géopolitique, au fond, la pensée est consacrée justement à ce mouvement de va-et-vient entre une territorialisation, une déterritorialisation, une reterritorialisation qui fait que l'on ne peut pas penser non plus la philosophie, à moins de lui enlever une grande partie de son sens, peut-être pas la totalité, mais une grande partie de son sens, en la transformant précisément en idéologie, on ne peut pas lui enlever cette qualité d'être déterritorialisant. Donc s'il y a une déterritorialise, ce n'est pas une pensée de territoire. Il y a quelque chose qui fait que elle n'est philosophique au moment où elle est prise dans ce mouvement. Sinon, elle reste coincée, elle reste quelque chose qui se territorialise non seulement sur des territoires matériels, c'est-à-dire des localités géographiques, mais en même temps sur des divinités, sur des particularités de morale, affective, etc. Donc c'est un problème d'ailleurs peut-être central et très difficile à trancher d'une façon unilatérale. On le voit bien d'ailleurs dans ce chapitre de qu'est-ce que la philosophie de Deleuze, où il y a, j'en avais lu quelques passages, justement, où l'on voit un petit peu, non pas les hésitations de la pensée, mais parce que ce n'est pas une pensée hésitante, elle est bien formée, mais on voit qu'il n'y a pas non plus de solution tranchée, c'est-à-dire le problème est posé, Deleuze et Guattari ne propose pas de solution absolue, à mon avis, dans cette définition de la philosophie, une
bien qu'il s'oppose quand même à l'idée restrictive en disant la philosophie qui a été énoncée, parfois la philosophie ce n'est qu'une tradition qui commence en Grèce ionienne et qui se termine à l'heure actuelle avec Heidegger ou qui l'on voudra. Et en dehors de cela, ce n'est plus de la philosophie. Il y a bien quelque chose qui est une extension proposée, possible, de la philosophie, donc hors de son lieu, hors de son territoire d'origine. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin, puisque malgré tout, il est extrêmement difficile de saisir dans qu'est-ce que la philosophie, quelque chose qui dirait il y a autant de philosophie qu'il y a de civilisation, on réserve malgré tout d'une certaine façon la philosophie pour quelque chose qui est un lieu de naissance. Ah oui, chez Châtelet. C'est ça. Mais cette idée de déterritorialisation de la philosophie, c'est aussi le Collège international de philosophie, c'était ça la base. C'est aussi le département de Paris 8, dans son intention. Bon, après, ça marche pas. Mais en même temps, d'ailleurs, déterritorialisation relativement à une autre forme de dehors, c'est-à-dire quelque chose qui fait que des disciplines qui n'étaient pas philosophiques qui entrent, que ce soit la littérature, l'art, psychanalyse, etc. Il y a tout un tas de choses. L'histoire, il y a tout un tas de choses qui étaient considérées comme extra-considération et étrangères à la philosophie et qui en font partie, qui étaient au fond un peu le propre d'ailleurs de la philosophie telle qu'elle a été pratiquée dès la fondation de l'université à Vincennes. Et c'est là-dedans qu'il est resté, François Châtelet, jusqu'au dernier moment. C'est la défense de la philosophie, de ce discours très particulier, rigoureux, visant la cohérence, pas le grand n'importe quoi, et en même temps qu'elle est ça, elle est complètement ouverte à d'autres champs, mais c'est pas le grand n'importe quoi. C'est peut-être ça. C'est voilà. Le point le plus intéressant, le plus essentiel sur lequel tu pourras insister pour lui donner plus de poids et d'environnement. C'est ça, effectivement, qui est important. Maintenant, il y avait des ouvertures de la philosophie qui ne datent pas, ça ne date pas maintenant d'aujourd'hui. Ça a été fait le XVIIIe siècle. Et les philosophes autour de l'encyclopédie sont précisément cela. Ce qu'on appelle philosophe au XVIIIe siècle, même il y a une extension très grande et qui s'étend à tout homme qui est en rupture avec les idées admises, en rupture avec des conceptions morales étriquées, qui a l'esprit ouvert, un honnête homme, mais plus étendu dans la puissance critique les plus étendues que celle de ce qu'on appelait honnête homme au XVIIe siècle. Donc en étant ce mode, et également dans sa vie, le philosophe dans sa vie est aussi quelqu'un qui a abandonné les préjugés d'ordre moral ou social. Donc il y a une extension, ce n'est pas... Si l'on retrouve cette idée que la philosophie enserrée uniquement dans son histoire, limitée ou enserrée dans ses propres concepts purement analytiques d'analyse du langage, etc., et d'une logique restreinte et d'une limitation abusive de la philosophie, c'est qu'on retrouve cette inspiration, pas exactement de la même façon, mais enfin dans son sens, dans son élan, et que Châtelet, à plusieurs reprises, ça a été dit, et je pense que c'est bien ainsi qu'il se pensait, se conçoit davantage, très vraisemblablement, que n'étaient les autres, comme étant une sorte de rassembleur de ce que dit Deleuze, étoile de groupe, c'est quelque très curieux comme expression. Moi je dirais une sorte, il se penserait comme une sorte de Diderot, quelqu'un qui va rassembler, chercher des
gens, susciter des vocations, etc., et faire un travail dans l'ambition et finalement encyclopédique. Remarquez, cette idée d'encyclopédie est très d'ailleurs, aussi présente chez Hegel, bien que Hegel ait pris l'encyclopédie un peu pour la comprendre et la rabattre sur ce développement unilatéral du concept, qui fait que la pensée hegelienne, finalement, quoique étant extrêmement ample et totalisante, en arrive à être restrictive, puisqu'elle procède par des jugements d'admission et d'exclusion. Il y a une logique de l'exclusion dans le mouvement du concept chez Hegel, qui a fait qu'ensuite il a été critiqué, et par Châtelet lui-même, qui avait adopté la pensée hegelienne, puis qui l'a rejeté par suite de ses limitations. Mais on trouve bien ce mouvement encyclopédique. Il est moins clair, donc nous pourrions décider de clore cette séance en vous applaudissant. Vous n'avez pas voulu qu'on vous applaudisse la dernière fois, donc on ne va pas applaudir cette fois-ci. C'est une pastille. Vas-y. Faisons suivre les pastilles. Ni ramener. On peut avoir fait le pire. Je distribue les petits ouvrages que j'avais faits. Ah, c'est bien. Très bien, c'est bien gentil. C'est ça, les qui avaient été écrits sont classés. Oh, c'était très modeste, hein, c'est le département des finances. Ah, maintenant, vous ne vous êtes pas inscrit. Vous voulez vous inscrire. Ah, c'est bon, il faut que là, si tu veux venir, vous pouvez venir, pour voir l'exposition de la carte de l'avenir à la Bastille. Santé publique. S'accommoder de cette situation est finalement presque aussi criminel que de l'instaurer. Cette journée mondiale de lutte contre le VIH est l'occasion pour toutes les personnes concernées par le sida, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles de faire entendre des revendications qui n'ont pas été entendues, en particulier ces 4 dernières années. Des franges entières de la population sont exclues de la recherche, du droit commun, des dispositifs de soins, de dépistage, de prévention, et cela du fait de leur caractère prétendument minoritaire. Plus que jamais, ce sont l'idéologie et l'électoralisme qui priment sur la science et sur les réalités de la pandémie. Et cela porte un nom, obscurantisme. Et cet obscurantisme est criminel. En cette période électorale, les politiques doivent enfin prendre en compte la parole des premiers et des premières concernés.